bonsoir. Merci pour votre patience parce que initialement, ce n'est pas aux heures habituelles que nous commençons cet exercice de redevabilité, mais nous devons tenir à ces rendez-vous du briefing hebdomadaire où nous revenons sur le grand axe de ce qu'ont été les sujets abordés au cours du dernier Conseil de ministres. Comme vous l'avez reçu dans le message, ce soir, nous allons faire un focus spécial sur la situation du franc congolais. Nous avons traîné parce que nous étions en réunion avec le président de la République lui-même qui tenait à comprendre dans les détails toute la situation et arrêter des mesures urgentes dont quelques-unes vous seront annoncées tout à l'heure par mon collègue de finances. L'une de ces mesures d'ailleurs, c'est d'interdire tout paiement du Trésor public à partir du compte de la Banque centrale et donc toute l'administration, tous les ministères seront désormais payés par voie bancaire et d'autres mesures phares qui suivront. Le Conseil de ministres de vendredi dernier, c'était le premier depuis les décès de la mort de notre collègue Chérubin Okende dans des conditions difficiles. Le Conseil de ministres avait d'ailleurs commencé par une minute de silence qui a été observée à la demande du président de la République. Et dans sa suite, le président de la République, vous l'avez suivi, s'est engagé à suivre personnellement pour que la justice fasse son travail. C'est dans cet ordre qu'il en avait fait le point au Conseil de son échange avec le Premier ministre belge à propos notamment de la mort de l'honorable Okende. Et la ministre de la Justice avait déjà saisi les autorités belges juste après le Conseil pour que des experts puissent s'associer au travail qui s'est fait dans cet ordre-là, des enquêtes qui sont donc conduites au niveau du parquet de Kinshasa qui travaille en étroite collaboration avec l'auditorat militaire. Immédiatement après le Conseil de ministres, donc le Premier ministre chef du gouvernement et plusieurs membres du gouvernement se sont rendus au lieu du deuil pour être au chevet de la défunte épouse. Et donc nous continuons de suivre toutes les péripéties, notamment le travail qui s'est fait. Et d'ailleurs, dans le jour qui viennent, le parquet pourra à nouveau communiquer sur les détails de l'enquête. Pour le reste, nous voyons beaucoup de réactions, parfois de comparaisons. On aura peut-être l'occasion de revenir sur l'un ou l'autre point, mais nous considérons que la meilleure manière d'honorer la mémoire de notre collègue d'il y a quelques mois et de notre collègue député, c'est de trouver, où qu'il se trouve, le commanditaire de cet acte ignoble qui a choqué toute la conscience nationale. Au-delà de cette question, évidemment, nous avons parlé des 9e Jeux de la francophonie. Vous avez suivi qu'aujourd'hui, le président de la République lui-même a présidé une réunion de sécurité avec les différents responsables des services de sécurité pour s'assurer qu'une prise en charge générale s'efface pour les athlètes, les délégations qui arrivent, pour que ces Jeux puissent être véritablement un rendez-vous, nous démontrant à la face du monde les changements de narratif en cours en République démocratique du Congo. Mon collègue de finances à ma droite avait eu l'occasion aussi de présenter la stratégie du gouvernement pour obtenir une inclusion financière. Voilà ce que je peux dire en liminaire de cet échange. Je voudrais donc passer la parole à mon collègue de finances pour qu'il puisse vous brosser les mesures phares qui venaient d'être prises au terme de la réunion tout à l'heure. Il va vous en expliquer les motivations et ensuite, il pourra peut-être glisser un mot sur la stratégie de l'inclusion, mais les sujets principaux qu'il développera sera sur le franc congolais. Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre disponibilité, en tout cas renouvelée, pour venir encore une nouvelle fois répondre aux questions des professionnels de médias et expliquer les mesures qui ont été prises, notamment pour gérer la question de la surchauffe qui a été observée depuis quelques jours sur le marché d'échange de notre monnaie nationale. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci bien, chers collègues. Effectivement, c'est la 2e fois depuis le début de cette année que nous assistons à une surchauffe sur le marché d'échange qui a une implication assez rapide, directe sur le marché des biens et services, donc sur l'inflation. Et donc, c'est dans ce contexte que le chef de l'État a tenu tout à l'heure une réunion de crise, si je peux dire, avec plusieurs responsables du gouvernement et du secteur
économico-financier pour voir ensemble, faire le point sur les mesures en cours d'adoption ou adoptées. Alors, effectivement, il y a surchauffe à un moment où le pays connaît une situation de réserve de change inédite, bien supérieure à 4 milliards de dollars, peut-être 5 milliards. Et donc, c'est une situation qui est contradictoire. La hausse des réserves de change devrait se traduire par une abondance de devises sur le marché et donc par une accalmie, disons, une stabilité sur le marché de change. On a eu des périodes où les réserves de change étaient beaucoup plus inférieures que cela et il y avait en même temps une certaine stabilité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et il faut réagir. Ce qui se passe, c'est qu'en même temps que les réserves de change se sont accrues, grâce aux résultats de l'économie, mais aussi en partie grâce aux apports du programme avec le FMI, notamment les décaissements d'appui à la balance des paiements. En même temps qu'on a eu cette évolution positive, on a eu cette année une forme de raréfaction des devises sur le marché de change, constatée un petit peu en janvier-février et puis tout récemment au début du mois de juillet. Cette rareté de devises peut avoir plusieurs sources. D'abord, c'est la hausse de la demande de devises. La hausse de la demande de devises qui peut être expliquée par plusieurs phénomènes. Le premier des phénomènes, c'est la tendance économique. Nous avons beaucoup d'investissements en cours. Et qui dit investissement dit importation. Qui dit importation dit besoin de devises. La deuxième, ça peut être lié à l'accroissement des liquidités en francs congolais. Et l'accroissement des liquidités en francs congolais doit être expliqué par l'un ou l'autre mécanisme. Ici, on a une situation où, lorsque l'on fait des paiements en francs congolais, eh bien, la tendance est de reporter, se traduire par une demande supplémentaire sur le marché des changes. Et donc, nous devons trouver rapidement, dans le cadre de la stabilisation, des mesures pour rééquilibrer tout cela. La bonne nouvelle d'abord, c'est que les finances publiques de notre pays ne sont pas en situation de dérapage. Nos dépenses publiques sont couvertes par les recettes publiques qui, malheureusement, ne sont pas aussi importantes que prévues, mais elles restent importantes. Au-delà des recettes propres, il y a bien entendu les obligations du Trésor, les bons du Trésor, ce qui s'appelle un financement sain, et aussi les appuis budgétaires qui, cette année, sont sensiblement importants. Donc, toutes les dépenses effectuées par le Trésor ont une couverture saine, une couverture qui n'est pas supposée être inflationniste. Il n'y a pas de planche à billets et il n'y en aura pas. Nous travaillons avec les ressources que nous mobilisons, soit à l'intérieur du pays, soit à l'extérieur. Et donc, ça, c'est déjà un point positif. Mais étant donné que le taux a tendance à déraper, nous essayons d'observer ce qui se passe sur les différents marchés. Le marché interbancaire de change et puis le marché parallèle. Sur le marché interbancaire, on constate qu'il y a une forme de raréfaction des devises alors que les recettes d'exportation, elles, ont plutôt augmenté. Vous savez, l'année dernière, on a produit 2,5 millions de tonnes de cuivre contre 1,8 million, 1,9 million l'année précédente. Donc tout ça devait se traduire par une augmentation sensible des dépôts bancaires en devises. Malheureusement, on constate que les dépôts bancaires en devises ne sont pas au même niveau que l'indique l'accroissement des recettes d'exportation. Donc nous travaillons avec la Banque centrale pour creuser et comprendre ce qui se passe. Et donc, et de l'autre côté, lorsque nous faisons des paiements en francs congolais, en dépit de l'équilibre, lorsqu'il y a une préférence, un signal de dépréciation du taux de change, eh bien les gens se déplacent, ils déplacent leur portefeuille de francs congolais à devises. Et ce déplacement de portefeuille de francs congolais à devises a pour conséquence d'exercer une pression sur le taux de change. Et ce sont tous ces phénomènes auxquels nous assistons aujourd'hui. Alors, quelles mesures nous avons prises concrètement? La première des mesures, c'est que la Banque centrale, qui aujourd'hui dispose de réserves importantes, a commencé à intervenir sur le marché des changes. Et vous constaterez que depuis la fin de ce week-end, il y a déjà
un début de retournement de la situation qui a été permis par les interventions de la Banque centrale. Et ces interventions vont se poursuivre dans les jours qui viennent pour réellement rétablir la situation, d'abord stopper l'hémorragie et ensuite revenir vers la situation avant cette surchauffe. La deuxième mesure, pour accroître les besoins, l'utilité du franc congolais comparé au dollar américain, nous allons en tant que Trésor privilégier le paiement de l'impôt en francs congolais. Ça voudrait dire que lorsque vous avez des impôts à payer, vous allez devoir apporter vos devises, les vendre au système bancaire pour avoir des francs congolais qui vont venir dans les caisses du Trésor. Alors, en le faisant, vous allez accroître la demande de francs congolais et vous allez mettre vos devises sur le marché de change. C'est un élément qui va venir consolider et qui est conforme à la logique. Le franc congolais est notre monnaie, nous avons le devoir de la soutenir. Et donc, au-delà de cela, nous allons également travailler, nous travaillons déjà en étroite collaboration avec la Banque centrale, nous allons travailler davantage pour surveiller la qualité de nos dépenses publiques. D'abord, nous allons renforcer le suivi du plan de trésorerie. Nous avons un plan de trésorerie que nous gérons en accord, en coordination avec la Banque centrale. Nous allons accentuer ce contrôle, cette collaboration, pour avoir une plus grande visibilité sur l'offre et la demande des devises, sur l'offre et la demande des francs congolais. De manière à ce que chaque fois que le Trésor va faire des paiements à la Banque centrale, qu'on s'assure que ces paiements se fassent de manière régulée et qu'il n'y ait pas un élément qui incite les gens à aller se porter sur le marché de change. Et dans cette trésorerie, nous allons particulièrement veiller à ce que les dépenses en cash soient évitées ou limitées au strict minimum. Il y a des habitudes que nous avons acquises depuis longtemps où beaucoup de dépenses sont payées en cash au guichet de la Banque centrale. Et lorsque les gens prennent le cash, directement ils vont sur le marché de change. Et d'ailleurs, parfois, quand vous regardez aux abords de la Banque centrale, les comptables publics vont percevoir l'argent accompagné de cambistes qui récupèrent le sac et qui cherchent des devises. C'est aussi un facteur qui a une incidence sur le marché de change parce que ça crée psychologiquement un doute et ça pousse les gens à vouloir davantage se protéger en devises, même quand ce n'est pas justifié. Donc, nous avons dit, nous allons être beaucoup plus stricts à partir de demain. Nous avons déjà commencé à serrer cela, mais à partir de demain encore plus, nous allons proscrire tous les paiements qui se font au guichet de la Banque centrale. Et d'ailleurs, c'est une obligation légale parce que la Banque centrale est également soumise à la limitation de 10 000 $ ou équivalent pour les retraits en espèces. Donc nous allons renforcer l'application de ces dispositions pour réduire les sorties d'espèces et puis éviter que ces espèces se retrouvent sur le marché de change parallèle. Voilà les mesures que nous avons prises et que nous avons renforcées ce soir et qui vont s'accélérer à partir de demain. Et ces mesures sont de nature à réduire la demande de devises et accentuer la demande de francs congolais. S'agissant des paiements que le Trésor fait globalement, nous allons toujours réguler la partie qui est payée en devises, la partie qui est payée en francs congolais sur le marché intérieur, de manière à éviter des déséquilibres trop rapides ou trop prononcés. Parce que nous savons que nous restons une économie dollarisée, donc nous allons continuer d'utiliser les deux monnaies, mais en veillant à éviter toute forme de déséquilibre en faveur ou en défaveur d'une des deux monnaies. Voilà les mesures que nous avons prises sur le plan budgétaire. Sur le plan de la politique monétaire, nous allons également, et ça c'est plutôt la responsabilité de la Banque centrale, la réunion de tout à l'heure a fait des recommandations que la Banque centrale va appliquer en toute indépendance. D'abord, réguler les flux en francs congolais à travers le taux directeur de la Banque centrale. Elle va opérer des réformes de ce point de vue dans le respect de son indépendance. Elle va davantage utiliser les bons banques centrales comme instrument pour réguler la liquidité en francs congolais. Et elle va également opérer des changements sur sa politique de réserve pour assurer une meilleure régulation des flux monétaires en francs congolais.
Tous ces éléments de politique monétaire, de politique de change et de politique budgétaire, en coordination avec la Banque centrale et le ministère du Budget, vont avoir comme impact de stopper l'hémorragie et d'inverser la situation du marché de change. Mais par-dessus tout, nous, Congolais, devons davantage apprendre à faire confiance en notre monnaie. Nous devons avoir le courage d'épargner en francs congolais, d'ouvrir des comptes à terme en francs congolais, parce qu'ils sont bien rémunérés et souvent d'ailleurs, en termes réels, la rémunération des dépôts à terme en francs congolais est supérieure à la rémunération des dépôts à terme en dollars. Mais il faut changer la mentalité et la culture par rapport à l'utilisation de notre propre monnaie. Il y a d'autres mesures plus structurelles qui vont accompagner ces mesures. Elles viendront progressivement. Elles porteront sur le système de paiement d'une manière générale. C'est un système de paiement aujourd'hui qui est lourd. Il faut qu'il facilite les opérations en monnaie locale. Elles porteront également sur l'économie réelle, c'est-à-dire produire au Congo des produits congolais et les produire en francs congolais. Ça, c'est des mesures de plus long terme, mais ça fait partie du package des préoccupations. Nous sommes ce soir dans l'urgence, la stabilisation, et cela va être consolidé par des mesures plus structurelles. Voilà ce qui a été décidé ce soir. Donc, à partir de demain, les banques qui ont participé à cette réunion à travers l'ACB, les banques seront amenées à davantage jouer le jeu pour assurer plus de transparence dans les opérations qu'elles font et également pour assurer plus de respect de la réglementation en ce qui concerne les rapatriements des devises et l'utilisation de ces devises rapatriées conformément à la loi afin d'éviter la fuite des capitaux. Voilà en résumé ce qui a été dit et certainement que nous aurons l'occasion de revenir vers vous dans les prochaines semaines pour apprécier ensemble l'évolution de ces mesures et de la situation conjoncturelle. Je vous remercie. Peut-être qu'avant qu'on ne prenne la série de questions, peut-être que vous pouvez dire un mot sur la stratégie de l'inclusion financière que vous avez proposée en Conseil de ministres vendredi dernier. Oui, la stratégie de l'inclusion financière est une réponse structurelle, réponse de long terme. L'objectif de l'inclusion financière, comme son mot le dit, c'est de faire en sorte que davantage de Congolais aient accès aux services bancaires. Quelques constats. Au Congo, sur 100 millions d'habitants, il n'y a que 7 millions d'habitants environ qui ont un compte bancaire, un ou plusieurs comptes bancaires, et au total, on compte environ 21 ou 23 millions de comptes bancaires. Parce que les 7 millions, les 7% de Congolais qui ont un compte bancaire en ont généralement 2 ou 3 ou 4 ou plusieurs, mais c'est un nombre réduit de gens qui ont un compte bancaire. Et donc, ça ne favorise pas l'inclusion, alors que dans d'autres pays, ils ont déjà dépassé 50% de la population qui ont accès à un compte bancaire. Alors la stratégie vise à mettre en place des mécanismes pour que davantage de gens utilisent les banques. Et donc, il faut plus de guichets bancaires, que ce soit des guichets classiques ou des nouveaux guichets modernes, c'est-à-dire le mobile money et autres, mais il faut que davantage de gens aient accès aux services financiers modernes et structurés. Et en même temps, pour que les gens aient accès, il faut que les services financiers modernes ne soient pas prohibitifs, comme c'est le cas aujourd'hui dans notre pays. Ça coûte excessivement cher d'avoir un compte bancaire. Si vous n'êtes pas prudent, vous pouvez mettre 100 $ dans un compte. Après 12 mois, vous n'avez plus rien, parce que tout est parti dans des frais divers. Et ça, c'est une forme de répression financière, et nous devons mettre fin à ça. Et la stratégie d'inclusion vise justement cela. Elle vise à créer un système plus fluide, plus accessible et plus transparent, où chaque Congolais peut accéder aux services. Cela implique également un gros effort dans la digitalisation. Vous avez vu que tout récemment, la Régie des eaux a mis en place un système de paiement des factures en ligne, avec mobile money, avec carte bancaire. C'est un progrès important. La SNEL est également sur le même pas. Bientôt, elle aura aussi son système. Eh bien, il faudra que les impôts et taxes soient davantage payés de manière digitalisée. Mais pour ça, il faut que les gens aient accès à Internet, qu'ils aient tous des smartphones, qu'ils aient tous accès à une connectivité. Ça fait partie de l'inclusion financière. Il y a d'autres éléments de l'inclusion financière, notamment les services des assurances. Nous avons, lorsque j'ai pris mes fonctions, on était à peine à 120, 140 millions de $ de primes d'assurance payées dans ce pays. Aujourd'hui, on a
plus que doublé parce qu'on vient de dépasser les 300 millions, mais ça reste toujours moins de 0,5% du PIB, alors que la moyenne africaine se rapproche de 3% du PIB. Donc si on était au niveau de la moyenne africaine pour les primes d'assurance, nos sociétés d'assurance feraient un chiffre d'affaires consolidé de plus de 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, c'est autant ou peut-être un peu plus que la téléphonie cellulaire. Vous savez combien de gens la téléphonie cellulaire emploie. Vous savez combien d'impôts ce secteur paye. Donc les assurances au Congo devraient avoir une part plus importante dans l'économie en termes d'emploi, en termes de contribution à l'impôt et en termes de solidification de l'économie. Apporter l'assurance, apporter, disons, une prévisibilité pour les agents économiques. Donc ça fait partie de l'inclusion financière. Et plus que tout, si nous étions réellement à 2 milliards de dollars pour le secteur des assurances, ça voudrait dire que ce serait 2 milliards d'argent d'épargne que les banques pourraient réinvestir, prêter aux entreprises, financer des projets de logements sociaux et autres. Et donc nous manquons ça parce que l'inclusion financière n'est pas arrivée à son terme, mais nous y travaillons. Je vous ai dit qu'entre 2021 et 2023, nous sommes passés de 120 millions à plus de 300 millions. Notre objectif, c'est de dépasser le milliard. Et normalement, on devrait être au moins à 2 milliards. Et nous travaillons pour traquer la fraude, les gens qui payent des assurances mais à l'étranger sans les déclarer, alors que dans tous les pays au monde, lorsqu'on paye des primes d'assurance, ça doit rester dans le pays et ça doit financer l'économie du pays. Donc, c'est autant d'éléments de la stratégie d'inclusion financière. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas les reprendre tous. Tout ça, c'est pour faire en sorte qu'il y ait plus d'offres de crédit à l'économie et que l'économie puisse davantage fonctionner et s'appuyer sur un système financier solide et efficace. Voilà, je m'arrête là. S'il y a d'autres questions, j'y reviendrai. Voilà, Monsieur le Ministre, merci pour vos mots introductifs. On va ouvrir la série des questions pour pouvoir apporter des éléments d'éclaircissement. On va commencer par Romain Sumbula. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. J'ai suivi avec beaucoup d'attention votre exposé, mais la difficulté que nous avons, c'est par rapport au panier de la ménagère. Quand la maman vend au marché, je prends un exemple plus concret, avec 10 000 francs. Quand elle revient, elle vous dit, papa n'a qu'à quitter. Luka Moussous n'a bakisa. Trouve-moi autre chose pour compléter pour le ménage. C'est ce qui fait beaucoup de peine, en dépit de toutes les mesures que vous avez prises. Est-ce que le panier de la ménagère est bien protégé à court terme? Parce qu'il faudrait que les mesures que vous prenez aient des effets à court terme. Merci. C'est une très bonne question. Effectivement, nous gérons le court terme, qui est celui qui intéresse le plus immédiatement nos concitoyens, même si nous avons aussi la responsabilité de préparer le long terme. Mais le long terme intéresse moins les gens parce que les gens sont préoccupés par ce qu'ils vivent. Alors, par rapport au court terme, oui, c'est pour ça que nous avons tenu cette réunion. C'est pour ça que nous cherchons des solutions, que nous avons pris des décisions pour arrêter cette hémorragie en ce qui concerne le taux de change. Parce que la meilleure façon de protéger le pouvoir d'achat, c'est d'abord de juguler l'inflation. Et nous avons pris des mesures qui seront drastiques. Nous serons encore plus durs sur les paiements. Donc déjà, on m'appelle Monsieur Blocage. On m'appellera peut-être 2 fois ou 3 fois Monsieur Blocage. Monsieur double blocage, alors. Parce que nous devons faire attention pour bien utiliser l'argent qu'on a. Ensuite, la solution n'est pas simplement monétaire, même si aujourd'hui, le taux de change est en train de nous a créé quelques difficultés. Cette fois-ci, contrairement au passé, l'inflation n'a pas rejoint totalement la dépréciation du taux de change. L'inflation est inférieure à la dépréciation du taux de change, ce qui nous permet de penser qu'on est en face d'un phénomène de spéculation. Donc nous voulons casser la spéculation et obtenir que le taux de change revienne à son niveau d'avant cette petite surchauffe. C'est fait pour protéger le pouvoir d'achat de la ménagère à court terme. Mais à moyen et long terme, d'autres mesures que nous prenons à court terme. Nous avons préparé un décret qui
surtout qu'on s'approche maintenant des fêtes de fin d'année, pour les principaux produits de grande consommation. Il y en a 6 au total. Nous allons instaurer un droit unique à l'entrée que vont se partager tous les services qui ont l'habitude de faire en sorte que les prix ne font qu'augmenter. Et ce texte est déjà prêt. Il doit en principe passer demain à l'ECOFIN et nous espérons vendredi prochain au Conseil des ministres. Ce texte va permettre d'apporter plus de transparence, d'abord dans nos rapports avec la douane, parce qu'au moment où nous parlons, les déclarations sont fausses, les gens fraudent sur la valeur. Et ensuite, ça va sécuriser tout le monde, parce qu'on aura un seul droit, un droit unique que l'on paye. Et la DGDA va prélever ce droit d'entrée unique et elle va se charger de le répartir à tous ces services qui sont très coûteux et parfois même très ennuyeux pour le doing business, de manière à protéger ces produits-là de toute spéculation. C'est un effort que l'on fait pour justement préserver le pouvoir d'achat. Donc ces mesures, dès qu'elles seront mises en place, elles devraient donner lieu à une stabilisation, même à un recul du prix pour ces 6 produits-là. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on le redit encore, la véritable solution, elle est à moyen et long terme. C'est de produire au Congo, par des Congolais, en francs congolais. Et de consommer congolais. C'est ça la véritable solution. Et pour ça, il y a des grands programmes en cours, mais ce n'est pas des programmes qui donnent des résultats en un jour, ni même parfois en un an. C'est le programme de transformation agricole, où on a ciblé certaines spéculations spécifiques tournées vers le marché intérieur. On a un programme de substitution des importations par une production locale à travers les zones agro-industrielles qui sont en cours de construction, Kinmalebo, Ngandajika et autres. Mais les réponses sont plus longues. Et puis au-delà de ça, il faut que chaque Congolais se sente un peu aussi responsable. Parce que nous avons une culture de production agricole, de subsistance. Nous devons faire passer de la subsistance à une véritable production industrielle, à un business. Et ça, c'est la responsabilité de tous les Congolais. Si nous ne le faisons pas, nous allons toujours dépendre des importations de poulet, de maïs, etc. Est-ce que c'est normal qu'on importe du maïs dans un pays comme la RDC? C'est absolument pas normal. Donc nous devons résoudre cela. Alors pour cela, il faut un engagement de nos hommes d'affaires, mais il faut un accompagnement de l'État pour créer les conditions pour que ce soit possible de faire des affaires. On l'a dit ici il y a quelques semaines, 1 kilomètre de péage coûte $1 en RDC, alors qu'en Zambie, pour $1, c'est 10 km de péage. Donc, les gens vont travailler en Zambie et puis on vient nous déverser les produits zambiens. Parce que quand on veut le faire chez nous, c'est extrêmement pénible et difficile. Mais malgré tout, il y a quelques initiatives qui se font et nous les appuyons. Nous venons d'appuyer un gros investissement de $20 millions à une société qui est basée au Katanga pour accroître la production de maïs et réduire la facture d'importation de ce produit. Et ces $20 millions vont être financés par le FPI. C'est des réponses congolaises aux défis congolais. Donc nous travaillons. On n'a malheureusement pas l'occasion de tout dire tous les jours, mais il y a énormément de choses qui se font. Mais nous comprenons la difficulté de nos concitoyens parce que chaque jour est un défi avec les risques d'inflation, avec le niveau de pauvreté qu'il y a dans le pays. Mais je peux aussi vous dire qu'en termes de niveau de vie, de pouvoir d'achat, nous avons, ces 3 dernières années, nous avons multiplié l'enveloppe des rémunérations par 3, globalement. Par 3, alors que l'inflation n'a pas été multipliée par 3. Ça veut dire que quelque part, il y a un petit gain de pouvoir d'achat. Et on a réduit des 12% l'IPR. Voilà, et il y a un gain de pouvoir d'achat, même si maintenant il est un peu secoué par la surchauffe. Mais globalement, il y a un gain de pouvoir d'achat. Nous voulons le préserver. Voilà pourquoi nous prenons ces mesures drastiques pour mettre fin à cette situation. Voilà, on va prendre la question de Jordan Maïnikini. Voilà, merci pour la parole. Des questions au ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi. Alors la première, c'est déjà... Depuis le début de l'année, la Banque centrale a déjà injecté sur les marchés d'échange plus de $100 millions, alors que vous venez de dire que nous avons un matériel financier de plus de 4 milliards, vous avez même dit 5 milliards des réserves d'échange,
Alors la question que je me pose, pourquoi on n'injecte pas ces devises sur terrain pour que ça soit utilisé? Et puis une autre question, qu'est-ce qui empêche, monsieur le ministre, le gouvernement congolais à obliger les cambistes congolais d'avoir des bureaux d'échange comme nous voyons dans d'autres pays du monde? Parce qu'ici, c'est tout le monde qui prend sa craie et puis écrit son taux comme bon lui semble. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer ce qui justifie. Ce sont de très bonnes questions, excellentes questions. La première, pourquoi on n'utilise pas nos réserves pour stabiliser le taux? C'est ce qu'on est en train de faire. Seulement, il faut être très prudent. Parce que si on ne touche pas suffisamment les causes structurelles de la dépréciation du taux de change, on court le risque de brûler toutes nos réserves sans nécessairement atteindre les résultats. Ou l'atteindre de manière momentanée et puis la situation reprend et vous n'avez plus de réserves. Donc il faut le faire avec beaucoup de prudence et de sagesse. Et pour ça, il faut identifier les causes structurelles et jouer sur ces causes structurelles-là. À ce moment-là, l'intervention a du sens parce qu'elle est ponctuelle, elle est là pour rétablir et puis la vie continue. Mais si on le fait aveuglément, en laissant de côté les causes structurelles, eh bien on va le faire pendant un temps, mais limité. Et même nos 5 milliards vont disparaître en quelques semaines et puis on n'aura plus rien. Voilà pourquoi on le fait avec beaucoup de prudence. Et c'est ce qu'on fait, c'est la raison des réunions que nous tenons tous les jours. On en a eu plusieurs et la dernière ce soir avec le chef de l'État, c'était justement pour faire la synthèse de toutes les réunions qui ont précédé et puis faire le point des décisions qui ont été prises ou qui sont en train d'être prises. Donc voilà un petit peu la question. Pour ce qui est des cambistes, oui, le marché parallèle est un marché extrêmement difficile parce qu'il n'est pas maîtrisable. Alors, normalement, les bureaux de change sont censés être enregistrés à la Banque centrale, mais beaucoup ne le sont pas. Et normalement, si vous n'êtes pas enregistré directement à la Banque centrale, vous devez travailler sous le couvert d'un bureau qui est enregistré. Donc le contrôle des bureaux de change est un petit peu problématique. C'est l'histoire de ce pays où tout est quasiment informel et dans la rue. Et c'est un défi que nous avons. Et en même temps, ces bureaux de change ne sont pas soumis à la limitation dans la mobilisation d'espèces. La limitation de 10 000 $. Ils peuvent brasser des milliers de dollars, des millions de dollars. Ils ont cette spécificité-là. Et donc ça devient une aubaine où les opérations se déplacent du secteur formel avec les banques vers les bureaux de change qui permet un peu ce genre de transaction. Et donc c'est toutes ces questions qu'on a examinées encore ce soir. Et donc comme j'ai dit l'essentiel des mesures, mais la question des bureaux de change est également à l'examen. Et la Banque centrale va certainement venir dans les jours qui viennent avec d'autres propositions pour mieux réglementer, mieux contrôler les bureaux de change, de manière à ce qu'ils ne deviennent pas un problème, mais au contraire qu'ils soient une solution. En attendant, la Banque centrale a pris la décision d'intervenir, pas seulement avec les banques, mais également avec les bureaux de change. Mais pour ça, il faut qu'ils soient bien organisés, pour éviter que ce soit juste un canal pour récupérer l'argent de la Banque centrale et puis le faire fuir ou bien l'utiliser à d'autres fins. Ce sont tous ces éléments que nous regardons et nous avons besoin que vous tous, surtout vous, la presse, que vous soyez bien informés sur ces questions. Et je me réjouis de la qualité de votre question pour qu'ensemble nous puissions identifier les vrais problèmes et pousser au changement positif que nous recherchons. Très bien. Alors on va prendre la question de José Babia. Merci pour la parole. Monsieur le ministre Patrick Mouyaya, une question d'actualité. Je reviens, c'est à propos du décès du député national Chérubin Okende. Monsieur le ministre, d'aucuns pensent que cet assassinat est similaire à celui de Floribert Chebeya pour l'attribuer au gouvernement ou au régime actuel. Quelle est votre réaction? Écoutez, depuis l'annonce de ces tristes nouvelles, nous, comme gouvernement, notre devoir principal, c'est d'assurer la sécurité des Congolais. Et nous vous expliquions il y a quelques jours avec le ministre de l'Intérieur sur ces mêmes plateaux les mesures que nous prenions. Parce que ça fait plusieurs mois que nous avons observé, parce que nous avons des différents rapports, plusieurs poches d'insécurité. Vous avez suivi ici, on parlait de vente d'organes, mais on n'en a jamais vu un seul cas qui a été présenté. On a parlé de kidnapping. Il y a un contexte général
où on veut s'aimer le chaos, où on veut perturber tout ce qui se prépare, notamment les Jeux de la francophonie, encore aussi en fin d'année les élections. Et donc nous, comme gouvernement, nous considérons que l'assassinat de notre collègue au gouvernement est un acte grave qui porte atteinte même à tous les symboles de la République. C'était un député national, il était ministre il y a quelques mois. Mais en même temps, autant nous sommes, nous, dans une posture où nous voulons évidemment travailler à faire toute la lumière sur cet incident, en même temps, nous avons noté quand même ce que je considère comme un peu indécent. Je ne voudrais pas aller citer des noms, mais certaines réactions que nous avions vues qui tendent à désigner les coupables alors que le mystère est entier. Ce n'est pas ici qu'on va parler des éléments de l'enquête parce que nous n'en avons pas. Nous avons observé que beaucoup sur les réseaux sociaux deviennent des enquêteurs. Je pense que dans l'esprit du gouvernement, tous ceux qui ont des éléments pouvant contribuer à la manifestation de la vérité peuvent se présenter au parquet ou à l'auditorat où les enquêtes sont menées pour apporter les éléments qui peuvent nous aider à démêler ces puzzles. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont été dites, mais personne ne peut vous dire avec certitude comment les événements se sont passés. Et donc, nous ne voulons pas aller là-bas, nous voulons, nous, aller vers des enquêtes qui nous permettront de faire éclater la vérité pour que soient punis avec la plus grande rigueur ceux qui ont commis cet acte. Alors, bon, dans la foulée, il y a évidemment certains qui, je reviens sur le mot indécence, ne se mettent pas à la place de la famille qui a été touchée, à la place de nous, ses collègues au niveau du gouvernement ou des collègues au niveau de l'Assemblée provinciale, pour penser pouvoir tirer des dividendes politiques d'une situation qui est aussi dramatique et qui nous affecte. Vous avez vu par exemple que le jour de sa mort, le président de la République a annulé les activités prévues ce jour-là. Le Premier ministre aussi, et on s'est réunis dans l'urgence. Et au moment où nous vous parlons, il y a une enquête en cours au niveau du parquet, le parquet qui travaille avec l'auditorat militaire, le parquet qui a recueilli les éléments de la police, notamment la police scientifique qui était sur terrain. Tous les services sont mobilisés. Ceux qui doivent nous appuyer, tel que le président de la République l'avait dit au dernier Conseil de ministres, ont été déjà saisis pour que rapidement nous puissions apporter des réponses. Et de ces points de vue, le parquet pourra faire de communication sur le contenu de l'enquête, tout au moins ce qui peut être communiqué. Et donc, ici, c'est d'inviter les uns les autres, justement, à éviter de vouloir faire la politique, la récupération politicienne, là où il ne faut pas. Alors, parce que vous avez évoqué la mort un triste souvenir, parce que je me souviens que c'était le 2 juin 2010, si ma mémoire est bonne, j'étais au gouvernement, à l'époque du Premier ministre Adolphe Muzito, et cette question, nous l'avons gérée avec le vice-premier ministre Loumanou, à l'époque de l'Intérieur. Vous ne pouvez pas faire de comparaison, si ce n'est la mort pour les deux. Floribert Chebeya a été invité dans les locaux de la police pour être entendu. Et nous connaissons la suite parce qu'il y a eu des enquêtes qui ont établi des responsabilités. Pour ce qui concerne notre regretté collègue, personne ne peut infirmer ou affirmer la thèse qui a été répandue. Il y a des gens qui ont dit, qui ont parlé, qui ont fait des annonces, il y a eu kidnapping, il y a eu cela. Mais toutes ces choses nécessitent aujourd'hui d'être minutieusement traitées au niveau des parquets pour qu'on puisse nous apporter la lumière. Et donc, je range ceux qui font cette comparaison dans la suite de ceux qui pensent pouvoir tirer des dividendes politiques de ces drames qui nous touchent tous. Et donc, je suis désolé, mais c'est aussi une forme d'indécence de vouloir très vite aller dans des conclusions, de vouloir coller des comparaisons, des situations qui sont totalement différentes,
dans des contextes qui sont totalement différents et des deux hommes qui avaient des profils totalement différents. Donc, je crois que je ne voudrais pas m'étendre sur le sujet, mais nous, comme gouvernement, nous faisons de notre mieux et le président de la République a donné des instructions fermes à ces sujets pour que tous les services de l'État puissent se mobiliser pour que nous puissions donner une réponse aux Congolais sur les circonstances de la disparition de notre collègue, mais qu'en plus de cela, vous avez vu le président de la République tenir une réunion de sécurité aujourd'hui pour s'assurer que des dispositions sont prises pour renforcer la sécurité et éviter que ceux qui pensent que par le chaos, ils peuvent freiner l'élan dans lequel nous sommes, puissent être dissuadés. Et pour cela, nous comptons sur la collaboration de tous les Congolais. Si vous aviez vu quelque chose, si vous aviez entendu quelque chose, vous pouvez contacter le parquet, donner des éléments pour contribuer à amener la lumière. Cela va contribuer à la sécurité collective que nous sommes en train, sur laquelle nous sommes en train de travailler. Peut-être que, collègues, vous avez été comment aussi touchés par ce qui s'est passé. Nous sommes encore tous sous le choc. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez... Non, je crois que tout a été dit. Je crois que ce qui est en train de se passer est à la fois extrêmement douloureux parce que Chérubin Okende, nous l'avons côtoyé. On a été de bons camarades au gouvernement. C'était quelqu'un de très affable. Et donc, nous sommes très touchés, très peinés par ce qui est arrivé. Mais ce qui est inacceptable, c'est qu'il devienne une marchandise politique. Et ça, c'est un manque total de respect de sa mémoire et de respect pour sa famille. Comme vient de le dire le ministre Patrick Mouyaya, la moindre des choses dans ce genre de circonstances, c'est d'abord de faire preuve de retenue. De retenue, c'est un temps de recueillement, un temps de deuil, et ce n'est pas de se lancer dans des accusations farfelues et politiciennes, qui d'ailleurs souvent essayent de cacher les véritables responsabilités. Vous savez, dans nos familles, parfois celui qui pleure le plus, quand on va gratter Yendendoki, tout ça, mais Yentazarole et la Mingi, c'est des choses qu'on connaît, mais bon, bref, je n'entre pas là-dedans. Je trouve simplement que c'est abject et ça n'honore pas notre pays. Ça n'honore pas notre pays. Ce qui est en train de se passer, comme l'a dit Patrick Mouyaya, c'est une tentative d'installer le chaos, c'est la stratégie du chaos. Cette stratégie du chaos, ce n'est pas un phénomène nouveau. Regardons dans notre histoire. Regardons depuis d'où nous venons. Regardons ce qui s'est passé en 2018. Pourquoi il y a eu cette divergence à Genève entre ceux qui voulaient le chaos, machine par machine à voter, et celui qui a dit, si on n'arrive pas à empêcher la machine à voter, on va aux élections. Eh bien, on les connaît. C'était la stratégie du chaos que nous n'avons pas voulu suivre, que notre leader n'a pas voulu suivre. Allons plus loin. 96-97, conférence nationale, on s'approche des élections. On n'a jamais été aussi proche des élections pendant cette transition. Cette stratégie du chaos venue du Rwanda, nous savons ce que ça a donné. Ça nous a amené, ça nous a fait faire les 40 ans de désert alors qu'on était à 11 jours de la terre promise. Eh bien, allons plus loin. En 61, 30 juin, indépendance, mois de juillet, stratégie du chaos. C'est la même histoire. Sauf que les acteurs de cette stratégie du chaos se déplacent, ils se rapprochent de plus en plus de nous, mais c'est exactement la même stratégie. Et donc, c'est une occasion pour que les Congolais se réveillent et qu'ils disent, ça, nous ne voulons plus, nous avons compris, nous ne sommes pas un jouet, nous ne sommes pas, nous, un laboratoire, nous sommes un pays de gens qui ont assez souffert de toutes ces ingérences, de toutes ces mains noires, externes avec des complicités internes, et ça, nous avons dit, stop, c'est fini. Et allons plus loin. Une seule question, sans entrer dans la polémique, parce qu'il faut respecter l'instruction. Mais en tant qu'acteur politique, on peut quand même se poser la question, la première question qu'on doit se poser, ou en tant que Congolais, c'est à qui profiterait ce crime, puisqu'il s'agit bien d'un crime. Eh bien, rien qu'avec cette question, on a déjà une bonne partie de l'éclaircissement. Je n'irai pas plus loin, mais croyez-moi, c'est des situations qu'on a déjà connues dans cette histoire, dans l'histoire de ce pays. Laurent Désiré Kabila n'a pas été tué par l'opposition politique ni par Mobutu. Il a été tué par ses compagnons, par ceux qui ont cheminé avec lui, dans un but précis. Et donc, nous avons déjà connu ça
Aujourd'hui, nous sommes éveillés, nous sommes mûrs. Nous ne voulons pas ça pour notre pays. Nous voulons que notre pays progresse et qu'il sorte de cette parenthèse noire qui dure depuis 1997 et qu'il trouve sa liberté, qu'il se retrouve lui-même. C'est ça l'enjeu. C'est l'enjeu de cette élection. Raison pour laquelle beaucoup de gens ne la veulent pas. Parce que tous les signaux indiquent que cette élection sera l'une des meilleures en termes démocratiques, en termes de paix. Ce sera l'une des meilleures élections et ils le savent, mais ils n'en veulent pas. Donc levons-nous, soyons solides. Nous savons que nous prenons des risques. Nous savons qu'il n'est pas exclu que dans cette stratégie de chaos, on cherche à cibler d'autres personnes, peut-être dans des camps adverses, pour semer le désordre et opposer les Congolais. Mais nous disons non. Nous ne voulons pas entrer dans ce jeu. Nous gardons notre pays. Nous n'avons que ce pays et nous y tenons. Voilà ce qu'il faut retenir. Voilà, merci Monsieur le ministre de Finances pour cet appel patriotique. On va prendre les 3 dernières questions. Madame Rachel Kitita. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, pour la parole. Une toute petite question. Alors, en rapport avec l'insécurité dans la ville de Kinshasa, les Kinois pensent que sur terrain, concrètement, rien n'est fait finalement pour dissuader les kidnappeurs et tous les Koulouna. Il y a près de 2 semaines, à Kinshasa, le gouvernement provincial s'était réuni. On a parlé d'organisation des checkpoints, mais également des contrôles des patrouilles mixtes. Qu'en est-il? Est-ce qu'au niveau du gouvernement central, on a évoqué cette question? Qu'en est-il finalement pour qu'on sente que la police est réellement dans les trousses de ceux qui orchestrent l'ordre, le trouble public à Kinshasa? Madame Rachel, j'ai noté votre absence au dernier briefing avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, parce que s'il était ici, c'était justement pour aborder les sujets. Moi, j'habite Bandal. Il y a 2-3 semaines, je me suis réveillé, le quartier Makelele, juste à côté de ma résidence, était bouclé par les éléments de l'armée et de la police qui faisaient des opérations. Vous avez suivi qu'il y a quelques jours, on a présenté un réseau des kidnappeurs, on les a identifiés, il y a eu un procès. Vous avez suivi que bien avant, on en a présenté par milliers au stade de Martyrs. La sécurité absolue n'existe pas. Dans aucune ville du monde, vous avez des cas de zéro criminalité. C'est pour vous dire simplement que nous avons pris la pleine mesure du sujet et que si aujourd'hui, le président de la République lui-même s'est à nouveau réuni, parce qu'en Conseil de ministres, nous faisons toujours 2 points sur la situation sécuritaire. Et d'ailleurs, si vous lisez les comptes rendus, le premier qui prend la parole, après le Premier ministre et le Président de la République, c'est le ministre de l'Intérieur qui fait les points de la situation sécuritaire. Et donc ici, comme mon collègue le disait tout à l'heure, il y a des tentatives malveillantes. Je vous donne un exemple. Qui n'a pas vu cette image circuler où on disait de Kinshasa que Kinshasa était invivable? Qui n'a pas vu, vous avez suivi sur ces plateaux le docteur Olen expliquer ce qu'il faut avoir comme appareillage pour arriver à mettre en place un système de trafic d'organes. Et donc il y a aussi une volonté qui est doublée par les réseaux sociaux. Nous savons parfois d'où ça vient et la manière dont ils opèrent, mais qui trouvent un relais dans la communauté locale pour faire passer ces climats de psychose ou d'insécurité. Et donc, nous, comme gouvernement, nous travaillerons tous les jours, sans relâche, pour que la sécurité de tout le monde puisse être assurée. Des mesures ont été prises. On a parlé des checkpoints, on a parlé des bouclages, etc. C'est des mesures qui sont en cours et la police, qui, à sa manière, communique aussi, pourra communiquer dans les détails ce qui a été convenu à ces propos. On va prendre la question de Paul Matendo. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Patrick Mouyaya. Juste une petite question pour le ministre des Finances. Je vous ai très bien suivi, vous avez parlé de l'inclusion financière. Vous avez dit que la volonté du gouvernement est que tout le monde ait accès à un compte bancaire. Vous avez même parlé de smartphone. Du coup, je me pose la question de savoir, est-ce que vous parlez des centres urbains, c'est-à-dire Kinshasa, Lubumbashi, Kikwit, Matadi, Kenge, où on connaît ce qu'on appelle les smartphones. Mais quand vous allez dans la profondeur de ce pays,
il y a des parents qui n'ont jamais vu un téléphone. Comment vous faites pour que ces parents aient accès à un compte bancaire? Quelle est la stratégie mise en place par le gouvernement pour que tout le monde, pour que cette inclusion financière soit quelque chose d'effectif? Merci. Effectif. Eh bien, c'est un processus. Très bonne question, mais c'est un processus. À l'heure actuelle, nous avons plus de 43 millions, je crois, de détenteurs de téléphones mobiles. Et donc, ces téléphones, qu'ils soient smartphones ou pas, permettent de faire des opérations financières grâce à cet appareil. Et donc, on est dans un progrès. Et il faut à la fois qu'il y ait accès à Internet et puis accès au téléphone. Eh bien, nous n'avons pas toujours eu 43 millions. On avait beaucoup moins il y a longtemps. Et donc, ça évolue. Ce qu'il faut, c'est poursuivre et tout faire pour que la connectivité soit partout où elle est. C'est l'inclusion numérique. Et puis que l'accès au téléphone soit de plus en plus démocratique. Et toutes les politiques que nous faisons vont dans ce sens-là. Et donc, nous progressons. Nous travaillons beaucoup avec les compagnies de téléphonie cellulaire parce qu'aujourd'hui, c'est eux, c'est le secteur privé qui porte cette inclusion numérique. Et avec le système financier aussi. Aujourd'hui, avoir des guichets bancaires à l'intérieur du pays est extrêmement coûteux. Donc, eux également ont un grand intérêt à développer la présence du numérique. Chaque jour, je reçois dans mon bureau des compagnies de téléphonie cellulaire qui viennent me poser leurs problèmes et qui viennent demander notre appui, notre assistance, parce qu'ils veulent développer des nouveaux points d'accès au téléphone, à Internet. Et nous les accompagnons avec une grande attention, parce que l'inclusion numérique est une priorité du chef de l'État, une priorité pour le pays. Et donc, c'est un peu ce qui est en train d'être fait. Et tout ça est en train d'apporter le changement. Ce dont il est question maintenant, c'est d'accélérer ce changement parce que quand ça ne va pas assez vite, même quand ça progresse, on a l'impression que ça ne progresse pas ou que ça recule. Alors, il faut donc accélérer. Voilà, on va terminer avec les questions d'Éric Izami et Serge Tseka. Bon, Gilbert, avancez. Comme ça, vous allez poser votre question. Merci. Merci pour la parole, Monsieur le ministre. On les prend en série, s'il vous plaît. Nous aurons, je crois qu'on pourra avoir un briefing demain au stade de Martyrs pour parler francophonie. Et peut-être qu'à l'occasion, ceux qui auront des questions pendantes pourront les poser demain. Merci pour la parole, Monsieur le ministre. Serge posera la question en anglais. Alors, je commence par saluer le fait que vous tous, membres du gouvernement, quand vous passez, vous dénoncez un fait, les nuancologues. Alors, je voudrais ici que le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, puisse nous rassurer, parce que dans l'opinion, nous enregistrons plusieurs sons de cloche. Je prends ici les sons de cloche développés par Noël Tchani Mwadjamvita, qui lui dit que toutes les mesures prises par votre gouvernement sont des mesures superficielles. Mais ici, vous nous avez dit que dès demain, toutes les mesures prises seront davantage d'application. Alors la question c'est, vous-même en tant que ministre de Finances, parce que vous n'êtes pas le seul, il y aura la Banque centrale et les autres pans de la société qui vont prendre des décisions, vous serez satisfait lorsque le dollar américain vaudra combien de francs congolais? Prenons d'ici jusqu'à décembre. Première question. Et vous avez aussi dit quelque chose d'important, vous avez dit qu'il y a des gens qui prêchent un peu le chaos. Vous n'avez pas tort. Nous voyons les uns les autres. Mais vous qui voulez ces élections, je prends ici le cas du 30 juin 2023, quand nous fêtions notre indépendance, 63e. Nous avions entendu le micro à M. Adolphe Mozitumfomonti, qui lui était reçu par le président de la CENI. À l'issue de leur rencontre, ils nous ont dit que ça fait 8 mois que la CENI n'avait pas reçu de l'argent. Qu'est-ce que vous allez dire à propos? Non, je commence par la CENI. Je ne sais pas si ce que vous dites a été dit, mais ce que j'ai dit et ce que j'ai redit, c'est que nous avons un budget de environ 680 millions de dollars à payer pour 2023. Au moment où nous parlons, nous avons déjà payé à peu près 360 millions. Là, au moment où nous parlons. 360 millions ou 380. Donc nous avons déjà dépassé la moitié du budget. Nous sommes à peine au mois de juillet. Ça, c'est la réalité. Ça, au moins, je peux vous le confirmer. Et l'objectif, c'est que à la fin du mois de juillet, que nous soyons au moins à 460 millions. À la fin du mois de juillet. Et puis, le reste, on va étaler. Nous avons accéléré. Rien que pour le mois de juillet, nous avons payé 200 millions de dollars à la CENI. En dollars, pour lui permettre de faire face aux commandes, aux dernières grosses commandes, parce que nous sommes dans la dernière ligne droite. Donc, pour ceux qui sont encore distraits,
eh bien laissez-les dans leur distraction, mais ils n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Le train est définitivement parti, les moyens sont mis à disposition, comme je vous le dis. Nous sommes à mi-parcours pour l'année 2023 et nous avons déjà dépassé la moitié des allocations pour l'année. Donc, ce que vous dites là ne correspond pas à la réalité. Pour ce qui est du caractère superficiel des mesures, bon, Noël Tchani a le droit de dire ce qu'il veut. C'est un, comment dirais-je, c'est un activiste, si je peux dire. Un Congolais qui a droit à un Congolais, de père et de mère d'ailleurs, qui est un peu activiste dans son domaine et dans son genre. Donc je ne veux pas entrer dans des polémiques inutiles, mais nous essayons de travailler. S'il a une expertise à apporter, il est le bienvenu pour qu'on discute sereinement, mais pas pour faire la polémique politicienne à la congolaise. Non, c'est pour apporter des solutions au pays. Il a le droit d'apporter sa voix au chapitre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Maintenant, les mesures que nous avons prises, il y a des mesures d'urgence, parfois même d'extrême urgence, il y a des mesures de moyen et long terme. Toutes ces mesures, nous savons ce que nous devons faire. Et nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire les unes après les autres. Mais ce n'est pas une personne qui va tout résoudre, c'est un système, il faut entraîner tout le monde, que chacun joue sa partition, que le discours, la vision et l'approche soient les plus clairs possibles pour que chacun comprenne ce qu'on attend de lui. Et puis, lorsqu'on prend des mesures, on se retrouve après une étape pour vérifier est-ce que ça avance bien. S'il y a des choses à corriger, on les corrige. On ne fait pas de la politique économique dans l'orgueil, en pensant qu'on sait tout et qu'on a toujours raison. La politique économique, elle est expérimentale. On pose une théorie, on pose un principe, on regarde l'expérience d'autres pays, et puis on prend des décisions, et puis on prend le temps de mesurer l'impact des décisions qu'on a prises, et quand il y a des corrections à faire, on les apporte sans se gêner. Donc c'est ça un peu l'action que nous menons. Voilà, il n'y a pas de honte à ça. Voilà, Gilbert. Merci, Excellence. J'ai une petite question pour le porte-parole du gouvernement. Excellence, de massacres en cours dans le territoire occupé par des terroristes du M23. Où en sommes-nous avec les livres blancs et quel impact sur terrain? Bon, écoutez, on a suivi hier le communiqué de l'armée qui dénonçait les massacres à Bukambo commis par... Excuse-moi, Patrick, Je vous en prie. un point que notre frère a posé, je n'ai pas répondu. Quel est l'objectif à fin décembre? Alors, ce que je peux dire, nous allons revenir régulièrement pour parler des évolutions. Mais pour ce qui est de l'objectif du taux de change, au moment où nous parlons, la Banque centrale a mis des devises sur le marché qu'elle cède à 2300. Et donc, c'est implicitement un objectif à court terme. Mais après, on peut encore continuer de descendre selon le cas. Donc, voilà un petit peu la situation. Mais à très court terme, voilà le prix de vente du dollar américain mis à disposition du marché par la Banque centrale dans l'esprit de stabiliser et de faire reculer le taux. Voilà. Oui, je disais donc, nous continuons de suivre de près la situation dans l'Est de la RDC. Et vous savez que le vice-premier ministre de la Défense y a séjourné il y a quelques jours, notamment pour superviser les travaux sur le site de précantonnement de Rumangabo, où presque tous les dispositifs ont été mis en place. Il restait un travail de voirie sur 3 ou 5 kilomètres pour en faciliter l'accès. Hier, vous avez lu, comme moi, le communiqué de l'armée. Et d'ailleurs, j'en discutais ce matin avec le général Ekenge sur le massacre qu'il y a eu dans le territoire de Rutshuru. Nous connaissons les méthodes du M23, des terroristes du M23 et de leurs supplétifs rwandais. Mais nous savons que nous sommes engagés dans un processus qui va donner du résultat. Le processus diplomatique prend du temps, mais nous faisons des pas. Et parallèlement à cela, et ça il ne faut pas qu'on l'oublie, que nous assurons en même temps la montée en puissance de nos forces armées. Peut-être que dans une autre occasion, nous pourrons en parler davantage, parce que nous savons que de l'autre côté, il y a des velléités. Des velléités de dire que la République démocratique du Congo préparerait avec les FDLR, parce que c'est la chanson depuis autant d'années, des attaques sur le territoire rwandais, etc. Ici, je pense qu'il faut qu'on restitue l'histoire dans ce qu'elle est. La République démocratique du Congo, nous avons une tradition pacifique. Ce n'est pas dans la tradition de la RDC de s'aimer la terreur ou d'amener
la guerre chez les autres. Mais si on y contraint, peut-être qu'on y arrivera un jour. Mais ici, lorsque les rapports des experts de Nations Unies viennent établir clairement que c'est les officiers rwandais, les noms ont été cités, les méthodes ont été dénoncées. Lorsque vous regardez les modus operandi du massacre que vous abordez, ça correspond exactement à ce qu'ils font. Il y aura le temps de la justice. Le temps de la justice va arriver parce que sans justice, dans cette partie du pays, nous ne pensons pas qu'il y aura véritablement une paix qui pourra être restaurée. Parce que tous ces responsables de ces catastrophes humanitaires que nous vivons actuellement doivent répondre devant la justice. Au-delà de cela, vous avez parlé du livre blanc. Évidemment, nous avons un deuxième livre blanc qui sortira bientôt où nous évaluons, notamment avec les services du ministre des Finances, les manques à gagner et les pertes qu'occasionne cette guerre qui est finalement une guerre économique. Et aujourd'hui, ceux qui sont derrière cette guerre sont un peu dans les désespoirs, pour ne pas dire le grand désespoir. Parce que parallèlement aux efforts que nous faisons, je vous parle du front médiatique, je vous parle du front diplomatique, je vous parle du front militaire, mon collègue peut vous parler du front économique. J'ai vu qu'aujourd'hui, il y a un prince émirati qui est arrivé pour signer des accords, notamment avec la Sakima, mais parce que, par exemple, le processus à travers Primera, qui a été mis en place, va permettre d'assurer la traçabilité de nos minerais qui sont les véritables causes de la guerre. Et donc, nous allons continuer à travailler dans les cadres du processus diplomatique. Nous allons continuer à travailler pour le renforcement de notre armée et nous allons toujours garder notre détermination à tout prix à défendre l'intégrité de notre territoire. Alors, on va prendre la dernière question avec Serge Nseka. Merci, Ndeko Ministre. Ndeko Ministre des Finances. Mokonza Mboka, Tata Mokonza Kolo, tant aux qui beaucoup de slogans et qui le peuple d'abord. Les lots face à dévaluation, il y a franc congolais, bateau, bazokanisa que même effort Boussali Ponako Bakisami, salaire, mieux se dilué parce qu'ils ont représenté l'issue et le côté, sans compter que sur le marché de Kwatuna Kiawa, bateau Kokasuko Somba Bilo côté. Mesure Bozui Awa concrètement, résultat nango, aux la nini, yo ministre des Finances, aux la résultat nini, et puis dans combien de temps, nini ekobonga exactement. Surtout que sur total IP, 80% économie na bisoneti na Kinshasa, ils en informel, mesure moroté pour nako, encadrer système monnaie, ça bien que beaucoup côté à inclusivité bancaire. Mais jusque quand vous allez jouer à la police, pour nako lukako, encadrer, babilo kouana, très important, population est posée là. Et puis ami balé batou balobi, netika blocage de continuer parce que malgré la promesse au sali na ba structure mususu pour na ba fonctionnement na bango ba frère ba réfugiés na kwamutu ozo libérer karaté. Qu'est-ce qui se passe ndeko ministre? Mais on a banana oya suko lobi wana. D'abord, il y a un peu problème. Pour tozo futa ba mise à disposition de fonds soi-disant pour na ko futa ba sinistré à gauche à droite. Mais tozo constater que parfois mbongo wana nandenge bimaki na ba sac nango ils vont se retrouver dans le bureau d'échange. Donc, on m'a dit qu'il faut tout l'enlever bien. Il y a un lobby que si même bon va sinistrer, il va dans la banque. Dans la banque, il va débrouiller, il va faire un chèque, il va encaisser chèque. Mais il y a moyen. Puisque le salaire est foutu à ma paix. Donc, il y a moyen, mais ceux qui te savent, ils ont été au boulot. Au moins, parfois, bon, la moitié bimiawa et qu'il a marché d'échange, la moitié est qu'il a nani, c'est qu'il fallait qu'il. L'Union soit dans une gâteau moins ordre, justement pour calmer la situation, il y a dollar, dengue et zomata. Alors, au lobby makamwe belé, na makamso ezali que il y a siko, il y a lelo, na mso ezali que il moins temps pour ebonga. Il y a dans le baki que tout dans la mesure moko structurelle, neti inclusion financière, tout ça neti makamwe belé, na ba mesure moko conjoncturelle. Surtout, sangisi nyonso, tout le monde a clarté. Tout le monde a souci à calmer le taux de change. Nous avons un lobby, il y a une banque centrale et Tchembongo pour Ekita et Zonga. Ce qui est Zongi, moi qui m'y ai causé là. Si vous avez un lobby que la mesure, tout ça qui est liboso, il y a un salaire, impact nango et koufi. Et koufi nanouté, et diminué à solo. Mais koufi nanouté. L'année passée, en moyenne,
tomatisaki basalaire ya 45% en moyenne. Mais awa, taux de change emati 20% à Noyo. Et nani taux d'inflation nan to comme na 20%, to na 13%. Donc toujours landelango bien, mais c'est vrai qu'il y a des soucis. Pour mbongo ya ko bakisa su basalaire ezalité, so to sali yango to baby signo so na inflation et ko matasu makasi. Donc toujours obligé toujours ngisa taux de change. To na solution musute. Faut que taux de change zonga pour ko matisa salaire lelo yo eza mwa pasi. To ya ko baby sa su nyoso. Yango to lingi to sala tout pour ezonga. Mais pour ezonga bien, il faut d'abord mututo à comprendre autre ça là et puis mututo dans un souci que après ça mbongo na biso moko valeur. Ce que les autres to pesa ngona batu moko o baza na conscience te. Ba ke ko baby sango puis ba moneli yango pasité. Ba ke ko baby sango on a marché d'échange. Ba baby c'est limboka mobimba. To ko ndima ngote. Yango ne photo dans la kenge, to dans la moins sérieux. Na bino peso bomoni eloko mabe zo sala ba bolo bango comme ça tout le moyen to kanga ba habitude wana ya mabe. Na episode na lobi nyonso na bosani eloko moko. Non, oyanoli na mituna nyonso. Merci. Monsieur le ministre, je vous remercie pour vous être prêté à cet exercice. Merci aux professionnels de médias qui sont restés tard pour... Mais là, on a l'obité, puisque c'est moi Yasuka. Makamoto lobby wana ya stratégie du chaos wana ezana motu ya mingi. Il faut boyeba que tozana moment moko na histoire ya mboka oazali mokonzi ya mboka auti na famille politique moko eyebi lutte politique pacifique depuis kala. Ba misusu o ba bengami opposition to nini bazalaka nde makasi soit na violence po bayaki na violence ba mema bitumba o to nga to bima to bunda soit na manipulation bazape makasi na manipulation biso kutu muketo yebi yango te eloko eza noir ba comme si yango blanc eloko eza blanc ba comme si yango noir donc photo za lekenge to fungola miso. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre des Finances. Effectivement, cette interpellation vaut la peine parce que la démocratie doit être consolidée et parce qu'on ne peut pas laisser la psychose prendre place à Kinshasa. Nous avons été heureux samedi de lancer le caravane qui permet aujourd'hui de faire une campagne d'appropriation de jeux de la francophonie. J'espère que demain, nous allons confirmer le programme pour que vous puissiez vous-même, Monsieur le ministre, on ne vous a pas posé la question ce soir, peut-être qu'on vous la posera. On m'a posé la question de savoir combien coûtent les jeux. Alors, j'ai dit évidemment qu'à la fin, c'est vous qui répondrez parce que vous avez tous les chiffres et ce ne sera pas ce soir. Mais il y a... On fera un livre blanc. On fera un livre blanc. Mais il y a quelque chose d'important que tout le monde doit noter avec ces jeux. D'abord, pour nous, c'est les jeux de l'espoir. Donc, malgré toutes les difficultés que nous avons, nous allons démontrer, en tout cas à la face du monde, notre capacité d'accueil. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle en anglais legacy. Depuis 1960, on n'a pas autant construit des infrastructures sportives. Ça veut dire que les Jeux vont durer 10 jours. Moi, je suis mécène de la Fédération de basket. Nous négocions avec les lycées français pour avoir accès au terrain de l'école couvert pour permettre à l'équipe nationale de s'entraîner. Mais aujourd'hui, l'équipe nationale va disposer, je ne parle même pas de l'aréna qui est déjà en cours de construction, mais va disposer des infrastructures sportives. J'ai rencontré un joueur qui me dit « j'ai envie de retourner à l'équipe nationale parce qu'avec ces infrastructures, ça nous motive ». Ce n'est pas seulement cela, mais c'est des infrastructures qui vont permettre d'assurer les logements. Nos étudiants, après les départs des athlètes, pourront bénéficier des homes modernes, totalement rénovés. Il n'y a pas de prix, justement, lorsqu'on donne une réponse à des problèmes des jeunes. Donc, au-delà de tout, les Jeux passeront, mais Kinshasa pourra accueillir de grandes compétitions sportives pour toutes les disciplines concernées. Et ce sera une preuve du changement de narratif, une preuve que nous, avec le président Tshisekedi, nous replaçons les fondations de la RDC sur tous les domaines. Voilà, Monsieur le ministre. Merci de votre participation et à la prochaine. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci.